Donc c'est une longue histoire, parce que la distillerie a été créée en 1900. Elle a été créée par Léon Waringen, qui était originaire du nord de la France, comme son nom l'indique, et qui s'est installé pour faire une distillerie qui faisait des liqueurs en 1900 à Lannion. Et donc ça va être grosso modo liquoriste pendant 80 ans. Et le truc qui nous a fait le plus connaître depuis, c'est qu'on a été la première distillerie à faire du whisky en Bretagne et en France. Et depuis, c'est un peu le whisky qui nous porte. Aujourd'hui, c'est quand même le principal de notre activité. Mais on fait aussi du chouchet, des produits à base de pommes, type fine Bretagne, pommeau de Bretagne. On fait toujours les liqueurs qu'on faisait il y a 120 ans. Et puis c'est une histoire de famille. Léon Waringen, le fondateur, il y a eu son fils, son petit-fils. En fait, son petit-fils s'est associé avec Yves Lézour, qui était quelqu'un du coin pour le coup. Après, il y a eu Gilles, qui a lui lancé le whisky. Moi, je suis arrivé pour prendre la suite de mon beau-père. Donc ça reste une histoire familiale. Un parcours assez classique, école de management. Et puis j'ai commencé à travailler dans la comptabilité, l'audit financier. Et puis bon, c'était plus en fait presque un complément de formation, plus qu'autre chose. Et quand l'opportunité s'est présentée de venir à la distillerie, j'ai un peu sauté sur l'occasion. 3 valeurs qui nous tiennent à cœur. Je pense le côté collectif, le fait de voir la distillerie comme un collectif de gens qui travaillent pour une communauté locale aussi. Donc ça, c'est un truc qui est assez important pour nous. Le fait d'être vrai, j'aurais bien dit authentique, mais tout le monde dit authentique. Donc, mais vrai, je trouve que ça a même une dimension un peu supérieure. Le fait d'être honnête par rapport à ce qu'on fait et assez transparent là-dessus. Et puis convivialité, parce que quand même, le whisky, c'est un produit convivial. Alors ça, moi j'étais pas à la conception de ce nom, mais je suis assez content qu'il soit arrêté sur ce nom-là. Je pense que l'idée de base, c'était de trouver un nom qui soit évocateur de la Bretagne. Et on a quand même le massif armoricain, la péninsule armoricaine, même le nom romain de la Bretagne, qui était Armorica. Et puis c'est un nom qui passe... C'était pas forcément le but à l'origine, mais qui passe bien aussi à l'étranger. On prononce bien en anglais. Quand on va en Allemagne, par exemple, on fait souvent une petite blague avec Astérix et Obélix. Tout. La région Bretagne, c'est déjà on est cofondateur de l'indication géographique whisky breton, où on a voulu en fait écrire dans le marbre qu'est-ce que c'est qu'un whisky breton et avoir une vraie définition. Donc aujourd'hui, un whisky breton, c'est un whisky qui est brassé, distillé, vieilli en Bretagne. C'est un peu à la base de notre engagement. La qualité de l'eau, c'est hyper important. On a un sous-sol en Bretagne qui est assez particulier. On a une eau qui est mécaniquement différente de celle qu'on peut trouver ailleurs. Donc ça, c'est un des points. On a un climat qui est quand même particulier aussi, qui est un peu différent du reste de la France. Voilà, ne serait-ce que ces 2 éléments-là, on va dire c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le terroir. Mais même au-delà de ça, nous, avec Armoric, on essaye de véhiculer la culture bretonne au sens large. On parlait de collectif et de convivialité dans les valeurs. Typiquement, la Bretagne, je pense que c'est assez reconnu, généralement, le côté et collectif et convivial. C'est un vaste sujet. Déjà, on est, je pense, une des rares distilleries à avoir annoncé qu'on grossirait pas tant qu'on n'aurait pas trouvé des solutions. Notamment en termes de décarbonation. Là, on sort d'une grosse phase d'investissement où on a divisé quasiment par 3 notre consommation d'eau. Parce qu'en fait, le whisky, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau pour transformer des céréales en alcool. Donc partant de là, si on n'essaye pas de le faire le mieux possible, c'est un peu compliqué. Donc on travaille beaucoup à la réduction d'eau. Et en termes de céréales, on travaille de plus en plus en local. Pas uniquement parce que ça fait beaucoup de transport, mais on travaille en bio exclusivement depuis quelques années. Donc ça, c'est, on va dire, les engagements les plus évidents. On essaye, là on est en train de modifier notre bouteille pour la rendre plus légère. On essaye en fait d'inclure l'éco-conception dans nos produits. C'est pas toujours facile. Les gens veulent toujours des étuis. On aimerait bien pouvoir s'en débarrasser. On a ici à la boutique, on a un concept de vrac. Ça, c'est pas facile comme question, c'est un peu... Alors, si on poussait le trait, ce serait un peu comme demander c'est quel mon enfant préféré. En fait, ça dépend tellement des moments de consommation. C'est clair que j'ai envie de tourber quand il fait un peu frais, un peu pluvieux. Le Lionel S, c'est parfait. Là, en ce moment, j'avoue que le 10 ans, il me plaît bien, mais il est sorti il y a un mois. En fait, il y a des whiskies pour tous les moments de la vie, donc j'ai pas de préférence.
Oui, toujours. Dans les chais, on a plein de trucs, plein de projets qui attendent, qui demandent qu'à être embouteillés un jour. Des collaborations, on en fait régulièrement. Là, on fait une collaboration avec une brasserie locale. On est en train de discuter des collaborations avec des gens dans le rhum, par exemple. Ouais, on a pas mal de projets comme ça. Après, les projets, on va dire, plus structurants au niveau de la distillerie, on a les anciens abattoirs de Lannion qu'on a récupérés, dans lequel on a créé déjà la tonnellerie. Et puis, on est en train de réfléchir à un projet de bar à whisky, de mini-distillerie, brasserie aussi sur le site. Si, il y a une anecdote que j'ai pas mal utilisée au tout début quand on allait à l'export et qu'on a commencé à faire des single casques et des choses comme ça. En fait, en me baladant dans les chais, un jour, j'ai découvert qu'on avait des fûts de Sauternes, par exemple. Et à l'époque, c'était pas forcément très courant. Là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des finishes, mais là, dans les années 2010, il n'y en avait pas forcément autant. Et du coup, j'ai posé la question à mon beau-père. Il n'avait pas hyper convaincu par le produit, il savait pas quoi en faire, enfin ça traînait dans un coin quoi globalement. Et en fait c'est le premier single cask qu'on a fait en Allemagne, donc c'est un fût unique embouteillé tout seul, et du coup forcément on joue sur l'effet encore plus haut de gamme que nos embouteillages, donc en fait quelque chose qui était un peu oublié, dont on savait pas trop que faire, c'est devenu un peu un produit d'exception. Donc c'est un peu la magie de se balader dans les chais, c'est qu'on retombe sur des trucs qu'on a oubliés et qui peuvent faire des produits fantastiques. Donc,